Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste, romancier. Vous avez fondé un think tank qui s'appelle Génération Libre. Vous avez également créé un mouvement politique qui s'appelle Simple. Simple, c'est le maître mot de la campagne que vous lancez. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes arrivés au bout de notre modèle jacobin vertical autoritaire, dit-on sur la page d'accueil de votre site simple.fr. C'est un peu tout contre la bureaucratie. Mais est-ce que ce n'est pas cette bureaucratie qui, lors des 2 dernières années, a permis à la France de survivre face à la guerre qu'on affronte contre la Covid? Au contraire, on voit très bien ce qui s'est passé avec la production de normes en temps réel. Ça ne nous a pas protégé cette production de normes? Et au grand jour, ce qui nous a protégé, c'est le vaccin. Ouais. C'est le fait que l'État a mis à disposition le vaccin de manière gratuite. Et ça, c'est très bien. Mais en revanche, ce qui ne nous protège pas du tout, c'est toutes ces espèces de mini-règles absurdes et intrusives qui vous disent s'il faut mettre le masque dans la rue ou pas, à combien de mètres, debout ou pas, avec des jauges qui n'ont aucun sens, des attestations qui n'ont aucun sens, enfin toutes ces micro-règles que les gens jugent absurdes, auxquelles ils désobéissent très largement, et qui font qu'ils se mettent à douter de l'état de droit lui-même et de l'ensemble du discours public. S'ils se disent des gens capables de concocter un truc qui est à ce point-là peu approprié à ma propre situation, je ne peux plus leur faire confiance. Et ce qu'on a bien vu dans cette crise, c'est justement ce rapport de défiance permanente de l'État vis-à-vis du citoyen et, par voie de conséquence, du citoyen vis-à-vis de l'État. Ça ne nous a pas permis de sortir de l'ornière. Revenons, par exemple, sur le pass sanitaire devenu pass vaccinal. Vous avez, votre think tank a co-signé une tribune qui s'opposait à ce pass vaccinal. Oui, j'ai toujours été opposé au pass vaccinal, c'est justement une très mauvaise conception de la loi. La loi, elle est là. Elle n'est pas là pour juger moralement le comportement des gens, elle n'est pas là pour faire du nudge, pour les inciter à se comporter de telle ou telle manière. Ça marche pourtant. Si on regarde le nombre de vaccinations, à chaque fois qu'il y a eu un tour de vis ou un durcissement du discours de l'exécutif, ça s'est traduit par une augmentation du nombre de vaccinations, ce qui est plutôt une bonne chose. Et contraindre les gens, ça marche, mais qu'est-ce qu'on perd? On perd les libertés, on perd l'exercice du jugement, on perd la capacité d'être traité en adulte, responsable, libre et autonome. C'est énorme ce qu'on perd. Et on génère aussi un ressentiment qui se traduira dans les urnes, parce que quand on contraint les gens à aller se faire vacciner, eh bien, on les marque à vie avec quelque chose qui va les générer une frustration vis-à-vis du pouvoir central. Donc, si vous disiez aux gens c'est le vaccin ou la mort, ça aurait marché aussi, hein. Les gens se seraient fait vacciner. Aurait-ce été légitime? Non, pas du tout. Dans une démocratie, il y a une proportionnalité entre les mesures mises en place et la finalité recherchée. Et en l'occurrence, je redis qu'une loi rendant la vaccination obligatoire m'aurait moins choqué que tous ces passes hyper intrusifs où on dit aux gens, légalement, vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner, mais en fait, on va vous considérer comme un sous-citoyen. Donc on n'annonçait pas suffisamment la couleur, grosso modo. Et non, mais c'est-à-dire qu'on se trompe dans la conception de la loi, et que ça reflète exactement tout ce que je dis sur les normes et ce que je dis sur l'affaiblissement de l'état de droit. C'est quand on multiplie des micro-normes, qu'on se met à parler des gens en termes moraux, que les gens sont responsables, pas responsables. Mais ce n'est pas ça le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas ça le rôle d'un État. Le rôle d'un État, c'est de dire tout ce qui n'est pas interdit est permis. C'est ça, un État de droit, une société ouverte. Alors, vous êtes candidat à la présidentielle, je l'évoquais, donc vous sollicitez des parrainages auprès d'élus. Vous en avez 2 à ce jour. Vous avez encore 1 mois pour atteindre le chiffre fatidique des 500. Vous allez y arriver? Je pense que c'est difficile, mais c'est possible. Ça parle aux élus, votre discours? C'est possible. Moi, je vise essentiellement les 2 tiers de maires qui ne donnent jamais leur parrainage. Mon discours parle énormément aux élus de petites communes. Ouais. Parce que quand on leur parle de simplification, ils comprennent tout de suite ce qu'on veut dire. Sur quoi exactement? Plein dans le bain. Par exemple, il y a quelques mois, ils ont reçu des dossiers de subvention DETR. Qu'est-ce que c'est? Justement, personne ne comprend parce qu'il faut faire des devis contradictoires et qu'on a 15 jours pour soumettre son dossier à la préfecture et qu'on reçoit les papiers trop tard et à chaque fois qu'on voit un maire, il raconte des histoires comme ça sur la gestion de l'eau aussi. Pourquoi est-ce que la gestion de l'eau doit être déléguée aux intercos d'ici 2026? Pourquoi est-ce que les communes de montagne, je pense aux communes de Corse, de Savoie, qui gèrent leur eau depuis des siècles, souvent de manière bénévole, ne pourraient pas continuer à le faire et sont obligés de monter au niveau de l'interco et de donner un marché à une grande entreprise qui va augmenter les coûts? Voilà, ça c'est des sujets très concrets pour les maires en termes de simplification et d'autonomie locale, qui sont les 2 points forts de mon discours. Ensuite, vous mentionnez les 2 parrainages, je corrige un tout petit peu votre formulation, c'est les 2 parrainages qui ont été reçus et validés par le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Dans les petites communes rurales, les parrainages, ils ne sont même pas arrivés, parce que la Poste, ça met du temps.
Donc, Vous avez combien de promesses aujourd'hui? On est à plus d'une centaine de promesses. D'accord. Donc le temps que ça arrive, le temps que ça renvoie, bon, je ne sais pas si j'y arriverai aux 500, je fais tout pour. Je parcours le territoire, je vais en Bretagne demain pour raconter mon histoire. Mais je sais qu'on va avoir un score qui sera substantiel et qui montre que ce message est un message important qui parle sur le terrain, peut-être plus qu'à Paris. Lutter contre les normes, contre la bureaucratie, ça sous-entend sans doute une réforme de l'État. Ça fait des décennies que l'État tente de se réformer, notamment sous l'impulsion de différents gouvernements. Il y a eu des audits de modernisation de réforme de l'État. Il y a eu la revue générale des politiques publiques sous le mandat de Nicolas Sarkozy. À l'époque où vous étiez au ministère des Finances, plume de Christine Lagarde. Donc vous avez observé de près. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? On n'y arrive pas parce qu'on prend toujours la même méthode qui ne marche pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que premièrement, ce n'est pas une priorité politique. Pourtant, c'était affirmé par Nicolas Sarkozy à son temps. Affirmé par Nicolas Sarkozy, mais ça arrive après les 10 grandes mesures du quinquennat. Et puis on dit, et par ailleurs, on va simplifier. Et on fait ça depuis 50 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une commission de simplification. Moi, j'ai parlé à tous les gens qui ont participé, Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal, Alain Lambert, au grand processus de simplification des 20 dernières années. Et tous constatent que ça ne marche pas, parce que quand on prend cette méthode-là, on regarde quelles normes enlever, on en enlève une, ça rompt un équilibre, il faut en rajouter 2, ça prend du temps, et pendant ce temps-là, il y en a 4 qui sont revenus par la fenêtre. C'est des administrateurs qui réfléchissent à la question sans consulter des administrés, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que se regarder le labyrinthe et se demander quelle brindille on peut enlever, ça ne peut pas marcher. Et la machine, la logique de production de la norme, elle reste intouchée, elle garde son inertie. Donc nous, on propose une méthode différente, une méthode radicale, que j'ai travaillé avec des juristes de droit public, qui consiste à se poser une question différente. La question différente, c'est quelles normes on garde, et à réécrire l'ensemble de nos codes de zéro, à droit constant, en disant on remonte aux grands principes de chaque code, comme avaient fait Antoine Lyon-Caen et Robert Badinter sur le droit du travail. On les réécrit en une centaine de grands principes, ça tient sur quelques pages, et on élimine le reste. Et si on applique cette méthode sérieusement, comme l'avait fait Portalis sous le consulat, ça avait donné le Code civil, un texte intelligible, un magnifique texte de droit qui reste une référence jusqu'à nos jours et qui justement avait été construit à droit constant sur la base du magma interminable du droit féodal, qui revenait d'ailleurs dans les cahiers de doléances. Donc on sait faire, on peut le faire, et c'est un énorme pari de confiance. Que dit Portalis dans son introduction au Code civil? Il dit simplifier, c'est aussi faire confiance à la raison humaine. Parce que c'est accepter que la loi ne va pas tout prévoir, qu'elle ne va pas rentrer dans toutes les exceptions, qu'elle va donner un principe général que les gens vont adapter par rapport à leur propre situation. Prenez la crise sanitaire que vous mentionniez au début. On a fait ce que c'est fait l'administration française, c'est-à-dire qu'on a régulé au maximum pour donner une sécurité juridique à l'administration en disant alors plus d'1 mètre, 1,50 m, combien il y a de gens, est-ce qu'ils ont le droit d'être assis, debout, etc. Et ça ne marche pas sur le terrain. Parce qu'assis debout là, par exemple, est-ce qu'on est assis ou debout? On est sur un siège haut. Et voilà, et ça donne ce genre de jurisprudence, puis on va rajouter du coup un paragraphe, un siège haut, pas un siège haut. Une loi intelligente, simple, aurait dit par exemple, mettez le masque quand il y a du monde. Vous voyez, j'ai parlé de ça à un maire qui voulait prendre cet arrêté. Maire d'une grande ville dont je tairai le nom et qui est assez connu. Il dit on ne peut pas aujourd'hui prendre cet arrêté. Moi, je trouve que cet arrêté, mettez un masque quand il y a du monde, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans la loi. Parce qu'effectivement, c'est une loi de bon sens. Chacun comprend intuitivement ce que ça veut dire, il y a du monde. Chacun est capable de comprendre la logique de cette loi. Chacun est capable de l'appliquer. Et l'administration est capable de sanctionner quand visiblement il y a du monde et que les gens abusent. Alors évidemment, ça demande d'exercer son jugement. Évidemment, ça demande un peu plus d'autonomie cognitive que de calculer juste si c'est 1 mètre ou 1,50 m avec une règle. Mais c'est ça qui fait l'essence de notre vivre ensemble. Vous n'êtes pas le seul à porter le discours de la simplification dans cette campagne. Alors, il y a plein de sujets qui émergent de cette campagne, autour du pouvoir d'achat, de l'énergie, de l'identité, de l'immigration, de la sécurité. Mais Valérie Pécresse en parle aussi. Qu'est-ce qui vous distingue dans la méthode d'elle? D'abord, je suis absolument ravi que cette idée commence à être reprise par différents candidats. Elle n'est pas allée par 4 chemins, elle a dit je vais y aller à la hache. À la hache, très bien. Moi, j'attends juste, donc je trouve ça très bien. Je note d'ailleurs que d'autres en parlent, à gauche et à droite. Si ma démarche peut faire émerger ce sujet comme un sujet prioritaire pour la nation, je pense que j'aurais fait œuvre utile, de toute façon. Après, j'aimerais juste qu'on précise la méthode. Parce qu'encore une fois, y aller à la hache avec une commission type super commission Poitrinal
Mandon, Ouais. ça ne marchera pas pour les raisons que j'ai déjà développées. Il faut avoir le courage de réécrire, de recodifier. Donc, j'attends de voir préciser la méthode, c'est tout. Mais sinon, je suis très content. Est-ce évidemment, qu'à si ces droite, idées sont on n'a pas reprises. tendance à confondre simplification et réduction du nombre de fonctionnaires? Alors, ce n'est pas mon cas en tout cas, Ouais. puisque nous, on ne propose pas de réduire le nombre de fonctionnaires, on propose de les redéployer sur le terrain. Ce dont on s'aperçoit en voyageant à travers les territoires, c'est que les gens d'un côté n'en veulent plus de la norme, et de l'autre côté n'ont plus de contact humain pour résoudre leurs problèmes. Plus personne au téléphone qui est capable de prendre une décision par rapport à leur situation. Les trésoreries sont reparties dans les métropoles. Sont complètement dépourvus face Elles ont été face à fermées, il y a eu des algorithmes. fermetures du service Voilà. public très fortes. Ouais. Du coup, qu'est-ce que fait l'État? Il remet des maisons France Service. Il remet d'une main ce qu'il a enlevé de l'autre, donc il met des maisons France Service sur le territoire. Mais ces maisons France Service sont des espèces d'interfaces avec des agents qui juste vous montrent le bon site internet, éventuellement vous donnent le numéro de téléphone des URSSAF. Nous, ce qu'on propose, c'est que dans des maisons du citoyen, qui sont des sortes de super maisons France Service, vous ayez des fonctionnaires qui soient habilités à prendre des décisions. C'est ça le grand changement. Et on a d'ailleurs essayé de border ça juridiquement avec des conseillers d'État. Que le fonctionnaire de base puisse répondre à l'ensemble de vos questions sur l'ensemble du droit et de l'administratif et prendre une décision en accord avec sa hiérarchie qui vaut rescrit administratif. Et vous dites, moi je vais construire une cabane, etc., je n'ai pas bien compris sur le droit de l'urbanisme, ceci, cela. Et le type vous dit, oui, c'est bon. Et cette décision, elle vaut ensuite, vous pouvez l'opposer à toute commission de contrôle. Donc ça donne quoi? Ça donne une sécurité juridique. C'est ça dont les gens ont besoin. Et ça remet l'administration dans son rôle de conseil. Est-ce que cette crise sanitaire n'a pas fait ressurgir ce fameux risque pénal qui pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'élus? On la voit avec la Cour de justice de la République qui a été saisie, visant notamment Édouard Philippe, Oui. ancien Premier ministre. Est-ce que ce poids des normes ne se traduit pas par une incapacité ou une non-volonté de prendre des décisions de peur du risque juridique? Complètement. Ce que ça veut dire, l'inflation normative, c'est qu'on cherche toujours un responsable ou un coupable. À l'inverse, il faut assumer le fait de dire que la simplification suppose que parfois, il y a des incidents, des accidents, pour lesquels vous pouvez être couvert, d'un point de vue assurantiel, Ouais. mais où il n'y aura pas de responsable. Ou comme dit Charles Bovary à la fin de Madame Bovary, c'est la faute à la fatalité. C'est pas de chance, c'est comme ça. Si on cherche toujours un coupable ou un responsable, on va toujours aller avoir tendance à rajouter la petite norme qui fait qu'on va dire bah oui, mais lui, il n'avait pas respecté telle chose, et chacun se couvre jusqu'au sommet de la hiérarchie. Que vous inspire Éric Zemmour qui veut créer un haut commissariat à la simplification administrative? D'abord, c'est l'énième mauvaise idée sur la simplification, Ouais, on recrée un ce qu'on disait tout comité, à c'est l'heure. quand même facile à dire, voilà. Et par ailleurs, Éric Zemmour ne m'inspire qu'une immense inquiétude. Son discours est contraire à toutes les valeurs de l'état de droit. C'est quelqu'un qui veut, et je pense que c'est l'élément le plus central au fond de son propos et qui est assez peu soulevé, c'est quelqu'un qui veut se passer des cours constitutionnels, du Conseil d'État, de la Cour européenne des droits de l'homme, voire du Conseil constitutionnel, et qui veut que la majorité puisse primer sur les droits des minorités. Et ça, c'est vraiment la définition, pour moi, de la dictature. Merci Gaspard Koenig. Merci.